Voici le Lockheed Martin F-35. Il est conçu avec 418 kg de terres rares qui sont intégrés dans ses armes, ses lasers et son moteur. Un destroyer Harrisburg nécessite environ 2600 kg, tandis qu'un sous-marin de classe Virginia en utilise près de 4600. Différents systèmes, mais ils reposent tous sur les mêmes éléments. Néodyme, praséodyme, samarium, dysprosium et terbium. Pour beaucoup, ces noms comptent peu, mais en défense, ils sont essentiels. Et pourtant, presque tous ces éléments proviennent de Chine, le leader incontesté des chaînes d'approvisionnement en terres rares. Environ 85% des terres rares y sont raffinées, et le pays produit plus de 90% des aimants en terres rares du monde. Les constructeurs automobiles, les fabricants aérospatiaux, les entreprises de semi-conducteurs et les sous-traitants militaires du monde entier dépendent de ces métaux. Sans eux, la plupart des appareils modernes ne fonctionneraient pas ou seraient beaucoup moins efficaces. Pour le secteur de la défense, les risques sont encore plus grands car, d'une manière ou d'une autre, la plus grande puissance militaire du monde dépend désormais de la chaîne d'approvisionnement de son rival. Côté minéraux, l'or et l'argent vivent une année exceptionnelle. Alors que les guerres commerciales, les tarifs douaniers et les dettes s'accumulent, de plus en plus de pays s'éloignent du dollar américain. Le résultat est un changement monétaire discret, avec les investisseurs et les banques centrales qui se tournent vers un actif intemporel, les métaux précieux. Les fonds négociés en bourse ont rendu l'or accessible à des millions de personnes. Vous pouvez acheter des parts qui représentent de l'or sans toucher le métal lui-même. Mais ce système présente des failles. Beaucoup d'investisseurs doutent qu'il soit entièrement adossé à de l'or réel. D'autres ne peuvent pas y accéder en raison de restrictions locales, et très peu offrent de la transparence. Malgré leur nom, les terres rares sont en réalité assez courantes. La plupart sont dispersées partout dans la croûte terrestre. La clé, c'est de trouver de grandes concentrations qui peuvent être exploitées à une échelle économique. Même dans ce cas, les transformer en matériaux utilisables est un processus compliqué, dangereux et très polluant. C'est pourquoi la plupart des pays préfèrent rester hors de cette industrie. Les coûts environnementaux sont tout simplement trop lourds à supporter. La Chine abrite les plus grands gisements de terres rares au monde. Parmi les principaux sites miniers figurent Bayanobo, en Mongolie intérieure, Mianning au Sichuan, Weishan dans le Shandong, ainsi que plusieurs autres dans la province du Jiangxi. Depuis ces mines, le minerai est expédié vers des raffineries à Longnan, où les contaminants sont éliminés. Les terres rares, raffinées, sont ensuite envoyées dans des usines d'aimants près de Ganzhou. Ces mêmes aimants se retrouvent dans tout, des éoliennes, aux véhicules électriques, y compris les modèles fabriqués par BYD et Tesla. Cependant, bien avant la Chine, c'était l'Amérique qui était le plus grand producteur de terres rares au monde. Pendant des décennies, la majeure partie de l'approvisionnement mondial provenait de la mine de Mountain Pass en Californie. Mais dans les années 1980, les États-Unis ont commencé à perdre leur avance. Des réglementations environnementales plus strictes et des coûts d'exploitation plus élevés ont commencé à peser sur les entreprises minières américaines. Le traitement des terres rares est devenu de plus en plus coûteux, rendant la production nationale moins attrayante. Ainsi, l'industrie a été délocalisée à l'étranger, souvent avec l'accord des législateurs américains. En 1996, les États-Unis avaient tant externalisé que le Congrès a fermé le Bureau des mines, principale agence de recherche gouvernementale sur ce sujet. Pendant que les États-Unis se retiraient, la Chine a pris le relais et a appris. Elle a assumé le fardeau environnemental et consacré d'importantes ressources au développement de son industrie des terres rares. Les faibles coûts de main-d'œuvre et des normes environnementales souples ont donné à Pékin l'avantage nécessaire pour renforcer son contrôle du marché. Au début des années 2000, de nouvelles technologies avaient considérablement réduit les coûts de production. Parallèlement, la Chine a utilisé des incitations à l'exportation et des allègements fiscaux pour faire baisser les prix mondiaux, sapant ainsi la concurrence internationale et décourageant les investissements dans des chaînes d'approvisionnement alternatives. Le résultat fut la domination. En 2005, sa part de la production mondiale a atteint un sommet de 98%, et bien que ce chiffre ait depuis diminué, le monopole de Pékin sur les chaînes d'approvisionnement en terres et en rares reste écrasant.
De nombreuses entreprises soutenues par l'État ont tenté d'entrer dans l'industrie, mais les obstacles restent immenses. Pékin influence les prix pour évincer les concurrents, avant même qu'ils ne puissent livrer leur première cargaison. Et cette domination n'est pas seulement économique, elle est aussi politique. En 2010, la Chine a suspendu ses exportations de terres rares vers le Japon, à la suite d'un différend de souveraineté en mer de Chine orientale. L'embargo a provoqué une onde de choc dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, obligeant les États-Unis, le Japon, l'Australie et d'autres pays à réévaluer leur dépendance aux terres rares chinoises. Un incident plus récent s'est produit en avril 2025 pendant la guerre commerciale. Après que la Maison-Blanche a relevé les droits de douane sur les produits chinois à 145%, Pékin a riposté en imposant des contrôles à l'exportation sur 7 types de terres rares et d'aimants. Les terres rares recyclées ne représentaient qu'une infime part des exportations chinoises vers les États-Unis. Donc cette mesure a causé peu de douleurs économiques en Chine, mais a provoqué un tollé chez les industriels américains. Ainsi, 2 séries de négociations de haut niveau ont aussitôt suivi, menant à une trêve de 90 jours entre Washington et Pékin. Le fait est que les terres rares sont devenues l'un des atouts de négociation les plus puissants de la Chine. Le Pentagone, ainsi que les sous-traitants de la défense américaine, ont depuis longtemps reconnu cette vulnérabilité, même avant que la guerre commerciale ne la mette en lumière. En 2024, une étude de la R&D Corporation a averti qu'une coupure de 90 jours de l'approvisionnement en terres rares pourrait stopper 78% des sous-traitants de la défense américaine. Cela replace l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland et le Canada en perspective. Les 2 pays disposent d'immenses réserves de terres rares. La région de Kvanefjeld, au Groenland, possède certains des gisements les plus riches au monde d'éléments lourds, comme le dysprosium et le terbium. En 2016, l'entreprise semi-privée chinoise Shanghai a acquis une part, mais le gouvernement groenlandais a stoppé le projet pour des raisons environnementales. Pendant ce temps, au Canada, les sites les plus prometteurs se trouvent dans les régions nord et ouest, qui sont riches en néodyme et en praséodyme. Ces dernières années, les entreprises publiques chinoises ont progressivement accru leur implication dans le secteur des terres rares au Canada. Cependant, cela a tiré la sonnette d'alarme à Washington, où l'influence chinoise sur les gisements canadiens est considérée comme une menace pour la sécurité. Pris ensemble, les cas du Canada et du Groenland suggèrent que la rhétorique de Donald Trump, aussi imprudente ait-elle été, n'était pas simplement impulsive, mais faisait partie d'un effort plus large visant à sécuriser l'accès aux minéraux critiques. L'Amérique a passé ces dernières années à s'efforcer de réduire sa dépendance aux terres rares chinoises. Plus particulièrement, la Maison-Blanche a invoqué le Defense Production Act, une loi datant de la guerre froide, afin d'accélérer la production nationale de minéraux critiques pour des raisons de sécurité nationale, en donnant la priorité à ces efforts et en allouant de nouveaux financements. Au cœur de cette initiative se trouve la montagne Round Top au Texas, qui abrite environ 130 000 tonnes de réserves de terres rares, réparties sur 16 éléments. Elle est en cours de développement par États-Unis d'Amérique Rare Earth et devrait couvrir environ 1/5 de la demande américaine d'ici 2027. Pour boucler la boucle, la même entreprise construit également une usine d'aimants de 100 millions de dollars à Stillwater, dans l'Oklahoma. Là-bas, les matériaux extraits seront raffinés et transformés en aimants finis, avec une capacité de 2000 tonnes par an et des projets d'augmentation jusqu'à près de 5000 tonnes. Le financement fédéral augmente aussi. La loi d'autorisation de la défense nationale de 2025 a réservé 1,2 milliard de dollars pour constituer une réserve stratégique de terres rares en cas d'urgence. Cela assure au Pentagone des réserves suffisantes en cas de perturbation des importations. Un autre montant de 400 millions de dollars a été alloué pour soutenir les entreprises américaines qui développent des mines, des raffineries et des usines d'aimants sur le territoire national. Ces fonds sont répartis entre des entreprises telles que MP Materiaux, qui exploitent la mine de Mountain Pass en Californie, la seule mine de terres rares actuellement en activité aux États-Unis. Avec le soutien du Pentagone, MP Materiaux prévoit également de construire une usine d'aimants en terres rares à Fort Worth, au Texas.
Le gouvernement américain a accepté d'acheter sa production et de maintenir un prix plancher, ce qui protégerait l'entreprise des pressions du marché. Cet accord constitue l'un des exemples les plus clairs d'intervention de l'État. Ces programmes, parmi d'autres, s'inscrivent dans une démarche visant à reconstruire la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Pourtant, de sérieux défis subsistent, le principal d'entre eux est le temps. RAND estime qu'il faudra au moins une décennie aux États-Unis et entre 10 et 15 milliards de dollars pour construire une chaîne d'approvisionnement en terres rares autosuffisante. Cela comprend les investissements dans les infrastructures, l'autorisation et la formation de la main-d'œuvre. Cependant, le fardeau environnemental pourrait être tout aussi décourageant. L'extraction et le traitement traditionnel des terres rares peuvent dévaster les écosystèmes locaux et impliquent souvent des solutions acides, des métaux lourds et même des déchets radioactifs. Aux États-Unis, des règles strictes sur l'élimination des déchets, l'utilisation de l'eau et les émissions ralentissent les projets et augmentent les coûts. Contrairement à la Chine, qui a longtemps toléré la pollution, l'Amérique est confrontée à un choix difficile. Comment sécuriser les minéraux critiques sans abandonner ces normes environnementales? Néanmoins, des méthodes plus propres commencent à émerger. De nouvelles techniques, utilisant des solvants biologiques, pourraient réduire les déchets jusqu'à 85%. Le procédé resterait toxique et dangereux, mais moins qu'auparavant. La dimension sociale complique encore davantage les choses. De nombreux gisements de terres rares dans l'hémisphère occidental sont situés sur ou près de terres autochtones. Certains projets américains de terres rares, situés près des terres Navajo et Apache, ont suscité des protestations et des contestations juridiques. Traiter ces questions sera un processus lent et complexe. Dans les sociétés démocratiques, de tels débats sont plus transparents et ont tendance à retarder le développement, tandis que les gouvernements autoritaires peuvent simplement les contourner. Ainsi, la gestion américaine des terres rares teste le type de nation que l'Amérique sera dans les décennies à venir. Mais même si tout se passe bien, et que toutes les complications sont correctement prises en compte, le résultat est loin d'être garanti. Créer de nouvelles chaînes d'approvisionnement ne consiste pas seulement à trouver une nouvelle mine. Cela nécessite des écosystèmes entiers pour le raffinage, la production et les applications en aval. De plus, alors que l'Amérique fait de son mieux, Pékin avance aussi à toute vitesse. Elle progresse au Myanmar, au Kazakhstan, en Malaisie, en Tanzanie, au Congo et au Brésil. L'année dernière, Pékin a enregistré son plus grand nombre d'acquisitions minières à l'étranger depuis plus de 10 ans. Les États-Unis auront besoin de plus que du temps et de l'argent pour rattraper leur retard. Cela nécessitera une volonté politique soutenue et des investissements continus. La bourse de l'Amérique est bien garnie, mais l'argent n'est pas le problème, c'est l'engagement qui l'est. J'étais votre hôte Siobhan, de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, cliquer sur le bouton j'aime, et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps et Saul.